Monsieur le Président, mes chers collègues, ce débat autour des orientations budgétaires 2020 s'inscrit dans un climat particulier, puisqu'il s'agit pour nous de préciser, d'engager, d'amplifier nos engagements pour le climat, dans l'objectif d'une année 2020 marquée par une nouvelle étape de la BRICS. Depuis des années, la présentation de l'exercice budgétaire rappelle systématiquement comme un refrain l'obligation de s'adapter à l'incertitude d'un environnement en perpétuel changement. Les régionalistes craignent qu'au-delà des crises sociales et des événements climatiques majeurs de 2019, que sont incendies, inondations, sécheresse, pollution, l'année 2020 ne soit celle d'une nouvelle crise économique causée cette fois par les fonds de pension américains endettés à plus de 540 milliards de dollars. La crise de 2008, elle aussi venue des USA, a-t-elle assagi le libéralisme mondial et la finance? Visiblement non. De notre côté, nous affichons la double volonté de la persévérance et de la constance dans une stratégie financière audacieuse et contenue propre à notre région depuis 2004. Cette singularité budgétaire nous permet d'affirmer notre capacité d'investissement au service des habitants, de plus en plus nombreux, qui choisissent la Bretagne pour échapper peut-être à autre chose que le changement climatique et bénéficier d'une qualité de vie qu'il serait regrettable de perdre face à des flux non maîtrisés. La solvabilité affichée par la région demeure satisfaisante et l'analyse des ratios financiers comparée à ce qui était projeté début 2016 montre que la trajectoire financière est plus favorable que celle qui était attendue. Ce qui montre que nous savons marier sagesse et audace, prudence et ambition. Cependant, la participation des collectivités territoriales au redressement des comptes publics passe désormais par un dispositif triennal de contractualisation imposé avec l'État. Pour la séquence 2018 à 2020, l'évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement étant fixée à 1,2% par an par rapport à la base de 2017. Or, il apparaît qu'à l'issue de la première année de mise en œuvre de cette contractualisation, les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités concernées ont diminué en moyenne de 0,3%. Et pour la région Bretagne, cette baisse a été de moins 1,4%. À mettre en perspective avec l'objectif de réduction des finances de l'État central à hauteur de moins 2,6 milliards d'euros, qui n'a évidemment pas été atteint. Bel exemple d'une règle d'or qui s'applique aux autres, mais pas à celui qui l'a décidé. L'État essaye plus ou moins de faire supporter aux collectivités le poids de son endettement. Nous pouvons craindre que la nouvelle génération des CPER, recentrée sur l'objectif du désendettement, ne soit pour nous qu'une preuve de renoncement au développement et aux futures transitions. Et les bruits de couloir que l'on peut entendre à droite et à gauche ne sont pas encourageants. D'autant que le pilotage mis en place fondé sur l'évolution des dépenses brutes oblige à un réexamen continu, année après année, de retraitement à opérer sur les dépenses de fonctionnement. Ce pilotage est par ailleurs susceptible de freiner les partenariats et les cofinancements, notamment le recours au financement européen, dont nous pourrions être victimes, mais là, par rapport à d'autres régions, il faut dire que nous savons utiliser ces fonds européens et que donc le dégagement d'office des fonds ne concerne pas la Bretagne, ce qui est une belle nouvelle. Ceci n'est guère enthousiasmant et ne peut plus éloigner de l'esprit le pacte girondin dont nous pouvions légitimement atteindre autre chose. Mais pourtant, face à ce défi, dans le cadre de l'expérimentation, la Bretagne pourrait devenir une solution dans une France qui peine à trouver finalement les moyens et les fonds nécessaires pour aller de l'avant. Aujourd'hui, soyons lucides. Nous sommes une région à moyens limités, voire très limités, sans véritable budget propre, avec l'aussi modeste 1,3 milliard d'euros pour la Bretagne administrative. Si nous comparons à la communauté autonome du Pays Basque, organisée tout autrement, que constatons-nous? Cette communauté autonome compte 2 200 000 habitants, dont le gouvernement autonome gère un budget de 11 milliards d'euros. De notre côté, le Conseil régional de Bretagne gère un budget pour la première fois en baisse cette année, à hauteur dont je viens de donner tout à l'heure, 1,320 milliard et avec 4 millions d'habitants. On voit là qu'il y a quand même des différences notables et qu'évidemment nos capacités d'investissement et de choix en sont par là même limitées. Sachant que le total des prélèvements fiscaux bruts estimés sur la région Bretagne est proche des 23 milliards d'euros.
Ceci dit, toutes choses étant égales par ailleurs, les régionalistes que nous sommes partagent les réserves des conseils culturels de Bretagne devant la frilosité concernée par les compétences culturelles et linguistiques. Alors, Monsieur le Président, la région de Bretagne fait quand même des efforts. 150 000 € par an supplémentaires pour la politique linguistique dans un budget qui baisse. Et puis, il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de leviers, malheureusement, nous échappent totalement. Parce qu'évidemment, la politique scolaire qui est faite par l'éducation nationale, eh bien, celle-ci nous échappe pas totalement, mais quasiment. Nous ne choisissons ni les langues enseignées, ni leur place dans le cursus scolaire, ni les programmes nationaux. Nous ne gérons pas non plus les enseignants. Donc, dans les régions où effectivement cela peut se faire, je pense au Pays de Galles, je pense aussi à la communauté autonome du Pays Basque, eh bien, finalement, ces politiques scolaires sont au service du plurilinguisme et de la langue régionale. Et effectivement, ça change tout. Ça change tout. C'est sans doute ce qu'aimerait que nos associations culturelles aimeraient effectivement que nous puissions aller dans cette direction-là. Mais dans l'immédiat, c'est particulièrement compliqué. Cela ne nous empêche pas, évidemment, de renégocier une convention et d'essayer d'être le plus efficace possible et de peser pour cela. Mais on voit bien que les marges de manœuvre sont quand même relativement limitées. Alors, notre Braille-Scope se veut audacieuse et ambitieuse. Elle se doit d'être performante à plus d'un titre, transformer nos politiques à l'aune de la Braille-Scope, transformer l'essai dans le match pour les mutations climatiques, économiques, sociales et culturelles, je viens d'en parler, c'est-à-dire réussir des ruptures négociées que nous avons identifiées. N'oublions pas que le développement soutenable compte bien 4 piliers. Comme le rappelle Jean-Michel Lucas, docteur en sciences économiques, la politique culturelle doit devenir une condition du développement durable humain. Elle ne doit pas se réduire à une contribution sectorielle à la production matérielle de biens. Et par culture, nous entendons bien sûr la diversité culturelle et linguistique, rempart contre l'uniformisation, la banalisation. Nous irons jusqu'à dire la culture rempart contre le pessimisme, voire le nihilisme. Pour autant, nous soutenons les orientations budgétaires de l'année 2020 qui déroulent non seulement les engagements que notre liste avait pris avec les Bretonnes et les Bretons en 2014, mais va bien au-delà en termes de volonté de mettre la puissance publique au service de la vie quotidienne de tous les habitants sur le territoire de la Bretagne administrative. Je vous remercie.